pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. C'est original, la caméra ne marche pas. Allô, caméra? Ah, et ben voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bonsoir ma star. J'espère que tu vas bien malgré la Quand chaleur. je regarde comme ça, on me voit. Bonjour Tardotte, merci pour le Si je lurk. regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, J'espère que tu vas on me voit. bien. Bonjour. J'espère que vous êtes au frais chez vous. Parce que nous, pouf. Là, c'est bien, je suis dans une petite bulle de 20, à 22 degrés. C'est très bien, mais alors par contre, dès que je sors dans le hall, il y a un problème d'isolation entre béton et vitre. Alors certes, c'est moderne, c'est très beau, machin, truc bidule et tout, mais alors déjà de une, c'est pas forcément beau parce que l'architecture est loupée et c'est extrêmement chaud. Ça a été mal étudié et quand on sort dans le hall, là, on monte à 32 degrés, donc un peu chaud quand même. Mais bon, voilà. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a fait baisser mon rythme de stream ces dernières semaines. Le retour de la chaleur, on avait été épargné jusque-là. On avait des températures max à 25 degrés, de la pluie régulièrement, tout. Et on est passé quasiment du jour au lendemain à 35 degrés. J'avoue, moi, ça m'a... En plus, on a des travaux en ville. Il y a la plus grande tour de la ville qui est en train d'être abattue. Et le bruit des marteaux-piqueurs et tout, toute la journée, ça me fusillait un peu la tête. Donc voilà. Mais j'ai décidé, à partir de cette semaine, on se reprend et on se remet à faire des lives. Donc le dimanche et le lundi, je serai souvent au cinéma. Donc le dimanche, on fera, comme ce soir, soit si vous êtes plusieurs, un quiz. Soit si vous êtes pas trop nombreux, on fera un tour de l'actu du cinéma. Et le lundi, à partir de lundi prochain, alors je sais pas si je le streamerai ou pas, faudrait que j'essaye. Euh, il y aura le multi sur Seven Days to Die avec la team Tardot, la team hérétique et la team Daronnerie, il me semble. Donc voilà, bon. Que dire de plus? Et puis oui, on va reprendre tranquillement. Donc là déjà, je sais plus, hein, j'ai fait un planning incroyable. Il manquerait plus que je le retrouve pour vous le montrer. Voilà. Ah ouais, c'est bien pourri comme ça. Attendez. Et ouais, non, c'est très moche, hein, c'est très moche, c'est très moche. Tuc. Hop. Attendez, je l'ai rangé dans un dossier en plus joli. Donc un début de semaine pas mal. Ouais, c'est de la merde aussi. Donc on va revenir sur Twitter. Hop. C'est pas grave, hein. Et donc ce soir on commence avec on cause ciné. Demain c'est les cafés du cinéma avec le collègue Louis. On vous parlera du programme cinéma, du prochain programme du cinéma. Dimanche 18h30 les sorties de la semaine. Jeudi, vendredi je ne suis pas là et on se retrouve à partir de samedi. Samedi on essaiera de finir Life is Strange et puis on verra à quelle heure on finit mais peut-être qu'on fera d'autres choses. Et dimanche, le donjon de Nullbuck ou quiz, c'est pareil, s'il y a du monde ou pas, ça dépend. Donc voilà pour le programme de la semaine. Donc on va reprendre ça tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On pourrait se mettre un peu de musique en vrai, si on la baisse. Et puis peut-être changer un peu, parce que les musiques là, elles étaient un peu.
Endormante. Ouais, allez, mix des années 90. Alors on peut peut-être monter un peu. Ta, ta, ta. Voilà, vraiment histoire d'avoir un petit fond musical, n'est-ce pas? Et on attaque un petit peu. Voilà, hein, j'ai pas ouvert le fil de la journée comme ça. J'ai refait des touches sur mon deck, je suis un peu paumé. Je vais m'ouvrir une petite fenêtre sur le côté. Hop. Ah, j'arrive pas à me faire un nouveau logo de Twitter. Vraiment. Et comme ça, on mettra les infos sur Twitter. Faudrait que je me mette comme ça, là, on serait pas mal. Et comme ça, on serait pas mal. J'ai rien préparé, hein. Là, je vous le dis, on est en impro un peu total. Donc, première info, Ron Cephas-Jones, notamment connu pour son rôle dans This Is Us est mort. Ah bah, on commence bien, dites donc. Son nom ne vous dit pourtant peut-être rien, et pourtant il vous a sûrement brisé le cœur comme à peu près chacun des personnages de la série This Is Us. Attendez, je vais vous mettre là le chat. Comme ça, j'aurai pas besoin de tourner tout le temps la tête. Mais c'est une série en fait, This Is Us, non? C'est bien possible, hein. L'acteur connu notamment pour avoir joué le William, le père biologique de Randall, est décédé le 19 août dernier des suites d'un problème pulmonaire de longue date. Il avait 66 ans. Ah oui, il était pas vieux. Tout au long de sa carrière, sa chaleur, sa beauté, sa générosité, sa gentillesse et son cœur, ça me fatigue là, les trucs comme ça, ont été ressentis par quiconque ayant eu la chance de le connaître. Il a commencé sa carrière au New Yorican Poets Café et son amour pour la scène s'est manifesté tout au long de sa carrière, incluant son rôle qui lui a donné une nomination pour un Tony Awards, ah ouais quand même, et un Drama Desk Award dans Clyde à Broadway. Car si on a pu voir John Cephas-Jones sur le grand écran, il got mis accord désaccord, ok. Across the Universe, Venom, bon ça c'était peut-être moins une réussite. The Limit is My Name et sur le petit Mr. Robot Get Down. Luke Cage, il a aussi une belle carrière sur les planches, mais son rôle le plus culte restera celui de Williams, qui lui a valu 2 Emmy Awards en 2018 et 2020. Et bah écoutez, ça on va le partager. Et on va résumer très simplement. Euh, à 66 ans de Ron Cephas Jones. Peut-être me la mettre là en fait, cette fenêtre. Vous la voyez pas non plus. Voilà. Alors, Michael Jackson, le film sur le chanteur bordera les controverses selon le réalisateur. Ah, ça peut être intéressant. Antoine Fuqua a décidé de s'intéresser au roi de la pop dans un biopic Michael qui montrera Michael Jackson sous tous les angles. Les films biographiques musicaux sont en pleine résurgence. En ce moment même, de nombreux projets de biopics sont en cours de production à Hollywood ou étaient en cours de production avant que la grève des scénaristes et des acteurs n'éclate. Ah zut. Ça, tu vas voir, hein, ça va être de leur faute, hein. Ça va pas être la faute, par contre, des producteurs, distributeurs, tout ça, qui sous-payent les gens. Non, 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 non. Ça, non. Faut pas déconner non plus, hein. Un film sur Amy Winehouse ou un autre sur Bob Dylan, un autre aussi sur Bob Marley. Alors, Bob Dylan, je me suis posé la question, il a eu une vie si trépidante que ça? Les projets s'enchaînent depuis le succès de Bohemian Rhapsody sur Freddie Mercury et Queen. Oui, bah, bon, on peut pas non plus, bon.
qui a récolté plus de 900 millions de dollars au box-office mondial en 2018, aussi inimaginable et risqué que ça puisse paraître. Un biopic sur Michael Jackson est en développement. Produit par l'un des producteurs de Bohemian Rhapsody, Michael est un film d'Antoine Fuqua. Alors attendez, il avait fait quoi Antoine Fuqua? Qui incarnera, qui a dévoilé en début d'année, qui incarnera, oui ok, donc on va savoir. Attendez, parce que moi je suis plus forcément bon sur les réalisateurs là. Antoine Fuqua, ok, déjà je connais sa tête. Ah ok, c'est le réalisateur des Equalizer. Ouais, La Rage au ventre, Les 7 mercenaires, La chute de la Maison Blanche, c'est une belle merde. L'élite de Brooklyn, Shooter tireur d'élite. Oula. Ouais. Enfin, jouer joyeux, tout ça. Le roi Arthur est... Ah ok, c'est lui qui avait fait Training Day. Je me disais que le nom me disait quelque chose. Mais comment on passe de tous ces types de films à un biopic? Bon, pourquoi pas après tout, mais enfin quand même. Le vrai porteur de Michael Jackson, tout le monde le sait, Michael Jackson a été accusé à plusieurs reprises d'abus sexuels sur mineurs. Comme Antoine Fuqua l'a révélé sur l'émission Good Morning America, il n'a pas décidé de peindre le parfait portrait de l'artiste. Il abordera The Bad and the Ugly. Il était un grand artiste, il était humain, il va montrer le bien et le mal. Nous allons raconter l'histoire de Michael en nous basant sur les faits. Moi et Graham King, le producteur de Bohemian Rhapsody, nous raconterons les faits que nous connaissons. Et ça sera au public de décider ce qu'il pense de Michael, mais nous décrirons les faits comme nous les connaissons. Et, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un Michael Jackson shaming, je sais pas comment le dire. Il est difficile d'imaginer ce que le réalisateur veut vraiment dire par là et la manière dont les accusations, son syndrome de Peter Pan Neverland seront traités dans le film. Il faudrait déjà qu'il puisse rentrer à Neverland. Néanmoins, on se rappelle qu'à sa sortie, Bohemian Rhapsody avait été critiqué par certains. La poète. Bonsoir monsieur Aki Wizard et merci pour le resub, ton 5e mois d'abonnement extraordinaire et tu as droit maintenant à un siège bleu. C'est ça, 5 mois c'est bleu. J'espère que tu vas bien. On se rappelle qu'à sa sortie, Bohemian Rhapsody avait été critiqué car certains trouvaient le film bien trop lisse par rapport à la vie sulfureuse de Freddie Mercury. Oui, bon, aucune date n'a été dévoilée pour Michael Jackson. Bon, il n'y a rien de franchement intéressant dans cet article. Mais comme je vous disais, on est en impro total. Parce que j'ai rien préparé, j'ai fait d'autres choses aujourd'hui. Bonsoir monsieur Aki, comment vas-tu? Est-ce que tu as de la chaleur chez toi aussi? Nous, c'est le feu. C'est vraiment le... Et ouais, t'as vu ça un peu? Et je crois qu'au bout d'un an, quand même, il arrive à être rouge, qui est un peu la couleur classique du cinéma. Tiens, je voulais te demander, c'est avec StreamerBot que tu fais que ça lit les messages des subs ou pas? Ou faut utiliser d'autres choses? Ouais, ça va, moi je suis sur mon PC portable parce que je dois rester dans une pièce à moins de 40 degrés, c'est pour ma santé. Oui, mais en même temps, tu sais, n'importe qui, hein. Moi, je me suis pas installé dans le hall. Du coup, je suis en Wi-Fi, il disparaît de temps en temps le réseau. Voilà, je suis dans le bureau du cinéma, et vu qu'il y a une belle clim là, juste au-dessus de moi, on est à 22, mais je sors dans le hall du cinéma, il fait 33. Donc, les messages des subs chez moi, c'est Streamlabs, ok, bah, faudra que je regarde ça, parce que je sais pas pourquoi ça les lit pas. J'avais coché l'option pour les lire, mais ça veut pas les lire. Bon. Faudra que je me penche là-dessus un jour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ciné? Star is Born, comment les addictions de Bradley Cooper l'ont aidé à faire le film? Bon, c'était pas un film extraordinaire déjà? Mais voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit.
Laisse tomber, ouais, bah c'est le problème en ce moment, hein. Ou je sais pas, je sais pas chez toi, mais là, nous, l'après-midi, ça monte à 42 degrés, hein, c'est insupportable. Mais heureusement, alors aujourd'hui, la clim dans une salle, elle marchait pas, donc il a fait chaud, mais dans l'autre salle, il fait bon. Et heureusement, la clim au bureau marche. Autrement, je crois que j'aurais fermé le cinéma. Alors, Bradley Cooper a utilisé son expérience personnelle pour devenir Jackson Maine, la star déchue de son film, et grand succès de Star is Born. Ah ouais, c'est lui qui l'avait fait ça? Il avait pas fait que jouer dedans? Ok, Bradley Cooper, ok. Je me rappelais pas de ce détail. En effet, il a récemment révélé avoir puisé dans son passé d'addict à l'alcool et aux drogues pour incarner le personnage. Né à Philadelphie en 75, l'acteur, producteur, réalisateur américain Bradley Cooper a attendu avant de rencontrer le succès. C'est à 34 ans, après une dizaine d'années où il s'illustre discrètement à la télévision et dans quelques seconds rôles au cinéma, qu'il devient un acteur de premier plan avec le premier film Very Bad Trip. Ah oui, il avait déjà 34 ans là? Reprenant son rôle du playboy Phil Veneck dans Very Bad 2 et 3, il devient une star mondiale grâce à cette trilogie qui lui ouvre les portes de grandes productions. Ah ouais, avant il avait... Non, pas Cast. Non mais je fais n'importe quoi ce soir-là. Hop, Bradley Cooper. Avant il n'avait pas joué dans d'autres choses. Alors, il avait fait d'autres choses, mais est-ce qu'on s'en rappelle? Midnight Mean Train, New York I Love You. Ah, Yes Man, ouais. Ça me dit vaguement quelque chose. Après, les séries, je connais pas du tout. Effectivement, c'est oui, c'est vraiment ça qui l'a propulsé. Oh! Mort de Dominique Oulin, l'imposant prof de sport des sous-doués. Ça, j'ai toujours trouvé qu'il avait un physique de dingo, ce mec. Bachelier. D'aucuns diront mission impossible. Je relève le défi. Ouais, non, on va pas passer la bande-annonce. Des sous-doués, par contre. Parce que, bon, en voyant le début, je me rappelle de la bande-annonce. Ouais, il avait une tête assez impressionnante quand même, lui, hein. Bon, revenons sur Bradley Cooper, dont on dit que Very Bad Trip, c'était le début de sa carrière. Il tourne ainsi chez David O. Russell avec des performances nommées aux Oscars et porte notamment le film de guerre American Sniper de Clint Eastwood. Acteur et producteur, Bradley Cooper est par ailleurs réalisateur depuis un premier long-métrage très remarqué sorti en 2018, A Star is Born. Dans A Star is Born, Bradley Cooper est derrière et devant la caméra. Dans ce quatrième remake du classique, Une étoile est née, il incarne Jackson Maine, une star de la country sur le déclin et perdu. Dans ses addictions à l'alcool et aux drogues, il rencontre un jour Ali Campana, une jeune chanteuse dont il décède le nom. Et bon, ça, on sait de quoi parle le film, quand même. Pour ce rôle qui lui vaut une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2019, Bradley Cooper puise dans son passé, en effet longtemps addict à l'alcool et à la cocaïne. L'acteur a utilisé cette expérience close depuis qu'il est devenu sobre en 2004 pour créer son personnage. Et attends, c'était 2018 le film. Very Bad Trip, c'était quelle époque? C'est marrant, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça. La célébrité, ça les a fait vriller, hein. 2004, ah non, donc c'était avant. Parce que Very Bad Trip, c'est 2009. Oui, qu'il repose en paix, bien entendu. Il la rassemble. Je suis perdu. Là, malheureusement, je crois que. Il y a Mastar, mais qui a dit bonjour, mais elle est en lurk. Mais oui, si après il y a d'autres personnes, tiens, hop, épingler le message.
Retirer, hop, voilà. Des années folles en termes d'alcool et de drogue, oui, mais ça n'avait rien à voir avec les célébrités. J'ai eu la chance que je suis devenu sobre quand j'avais 29 ans. Je suis depuis 19 ans. Maintenant, pour A Star is Born, ça m'a facilité la tâche parce qu'il a été plus simple de me plonger dans cet univers et ce personnage. Et grâce à Dieu, j'étais à ce moment de ma vie très à l'aise avec ça, donc j'ai pu y aller à fond. Et en même temps, ça doit être super particulier comme expérience. T'as toi-même été addict aux drogues et à l'alcool, et tu fais un personnage qui est addict aux drogues et à l'alcool. Ouf, je sais pas, hein, ça doit quand même être... Ouais, il était très à l'aise avec ça, mais malgré tout, je sais pas, tu dois retomber dans des pensées et tout, ça doit pas être joyeux, hein. Sauvé par son ami Will Arnett, ouvert la discussion sur ses anciennes addictions, Bradley Cooper avait évoqué le sujet en 2022 dans un épisode du podcast Smartless. Au début des années 2000, déprimé par les difficultés à vivre de son talent et par la notoriété qui ne venait pas, l'acteur était perdu et accro à la cocaïne. Il raconte ainsi que tout a changé en 2004 lors d'une soirée où il est un peu trop loin. Motivé et soutenu par Will Arnett et son ami co-star du film The Rocker, il a alors décidé de lutter contre ses addictions. C'est la première fois que j'ai réalisé que j'avais un problème avec les drogues et l'alcool. Je ne l'oublierai jamais, Will a pris le risque d'avoir une conversation difficile avec moi, ce qui m'a aidé à changer de vie. Une décision radicale qui a métamorphosé la vie et la carrière de l'acteur devenu depuis un leading man à Hollywood et dont la nouvelle réalisation Maestro est très attendue. Peut-être juste des répliques devant une caméra. Et ouais, c'est ça, c'est... Mais là, alors, c'est curieux parce que là, lui... Enfin, c'est curieux, non, c'est... T'as tes phénomènes d'addiction selon ce côté. Mais lui, c'est avant, du coup, d'être connu qu'il a... Parce que t'en as beaucoup, qui, une fois qu'ils ont été connus, tombent dans la drogue et l'alcool. Lui, c'est l'inverse, c'est parce qu'il n'y arrivait pas que qu'il est tombé dans ces choses-là, quoi. Bah après, bon, de toute façon, comme tu dis, un acteur, il a juste à dire trois répliques qu'on lui donne, c'est bon, quoi. Franchement, tac. Alors ensuite, trop payé ces gens. Ben oui, puis tu vois, ils s'occupent pas assez, juste dire des textes comme ça. Voilà, c'est bon. Et puis, en plus, ils veulent être payés plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent? Parce qu'en ce moment, ils font grève pour être payés plus. Inadmissible. Rebel Moon, Netflix. Ouais, bon, c'est Netflix, on s'en fout. Bouhouhouhouhou. On va devoir dire au revoir. Adieu à la voix iconique de Mario à Lambron. Eh mais ça va, on fait les décès ce soir là, c'est la chronique nécrologique en fait. Il était interprété par Charles Martinet depuis plus de 25 ans. Il y a quelques heures, Nintendo a délivré une missive de la plus grande importance aux fans du royaume champignon, et son contenu n'est pas des moindres. Après plusieurs décennies de loyaux services, l'interprète original Mario va cesser de prêter sa voix au célèbre plombier. Charles Martinet a été la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo pendant un long moment, dès Super Mario 64. Charles est désormais en train d'endosser un tout nouveau rôle d'ambassadeur de Mario. Oui, 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 t'inquiète, on avait compris. Est désormais en train d'endosser un tout nouveau rôle d'ambassadeur de Mario. Avec cette transition, il cessera d'enregistrer la voix du personnage pour nos jeux, mais il continuera de voyager autour du monde pour partager la voix de Mario et interagir avec vous toutes et tous. Non, mais en fait, c'est pas qu'il est mort. En fait, je comprends pas. A été la voix originale. Alors, je le relis. Charles Martinet était la voix originale de Mario dans les jeux Nintendo pendant un long moment dès Super Mario 64. Charles est désormais en train d'endosser un tout nouveau rôle d'ambassadeur de Mario. Avec cette transition, il cessera d'enregistrer la voix du personnage pour nos jeux, mais il continuera de voyager autour du monde pour partager la voix de Mario et interagir avec vous toutes et tous.
Ah ouais, c'est juste qu'il l'envoie pour faire le commercial de luxe, quoi. Le message conclut en teasant la publication prochaine d'un message vidéo dans lequel apparaîtront Charles et Shigeru Miyamoto lui-même. Charles prêtait également sa voix à Wario, Luigi, Donkey Kong, Baby Mario dans les jeux Nintendo 64 de la franchise. Ma nouvelle aventure commence, s'est-il enthousiasmé sur Twitter. Vous êtes toutes numéro uno dans mon cœur, Yahoo. Ok. Et il a quel âge ce brave homme maintenant là? Parce que s'il y est depuis les débuts, il doit quand même pas être tout jeune. 67 ans. Monsieur, même avec la réforme, c'est l'âge de la retraite. Hein. Thierry Henry, nommé sélectionneur des espoirs et de l'équipe de France olympique. Fidli, faut pas me mettre des choses comme ça, je m'en fous de ça. Comment on peut... Marc Asrid, Read Letter, Save to Board, ouais, non, on peut pas dire qu'on s'en fout de ça. Save to Evernote. Je croyais que j'avais un truc pour dire, ouais, mais en fait, ça, j'en veux pas. Non, bon. Bon, bah voilà, vous le savez, hein, on s'en fout, mais vous le savez. Nouvelle bande-annonce des feuilles mortes, le mélo touchant d'Aki Kaurismäki, qui a été présenté au dernier festival de Cannes, et qui a reçu le prix du jury. Ah, c'est bien sur une bande-annonce, ça. On va regarder ça, hop, on met la musique en pause, tac. On va avoir une vieille pub au début, je le sens bien. Voilà, vieille pub. Oh putain, c'était pour Calou, ça y est, il y avait Jean Reno. Lähdetään. Presidentti arvioi, ettei kyseessä ollut vahinko. Mihin? Ja oli valinnut Karaokeen. On perjantai. Masentaa. Mikä? Kun juon niin paljon, Miksi sitten juot? kun masentaa. Ah zut. En tiedä edes nimeäsi. Kerron ensi kerralla. Hukkasin puhelinnumeron. Miksi et kysy numerotiedustelusta? En tiedä nimeä. Se kieltämättä vähän haittaa. Olen etsinyt sinua kaikkialta. Ajattelin, että löysit mieleisemmän. Mukava asunto. Ah, pas mal. Ah non, mais c'est bon le yin-yang là, ça suffit. Et donc, Aki Kaurismäki, qui aurait pu ne jamais faire de cinéma, hein, parce qu'il a commencé, il était, je crois, boucher ou boulanger. Et c'est son frère qui a commencé à faire du documentaire. Il s'est pris de passion pour quand il l'a accompagné. Et du coup, bah, il a commencé à faire du documentaire avec son frère. Alors, attends que je me trompe pas dans le nom. Harry Kaurismäki. Et à partir de là, ils ont monté une boîte de production qui est devenue la plus grosse boîte de production du...
Les acteurs à la baguette, bien vu. Ils ont une des plus grosses boîtes de production de leur pays. C'est eux qui font venir. Alors attends, il est d'où déjà lui? C'est un nordique lui. Finlande, voilà. Et donc en gros, à peu près tous les réalisateurs, tous les nouveaux réalisateurs finlandais, en gros, ça passe par leur boîte de production. Et il a fait il est hyper productif. Il a aussi des petits problèmes comme Bradley Cooper, des petits problèmes d'alcool. Euh, Et donc, en fait, sa justification à faire beaucoup de films, c'est de dire, bah, au moins, quand je tourne, quand je crée et que je tourne, je bois pas. Bon, c'est louable, c'est louable. Alors, BO, nouveauté au dimanche soir, Blue Beetle, Les As de la Jungle 2. Ouais, ça, bon, c'est du box-office, quoi. En plus, c'est le film français, donc on va rien nous dire. J'adore l'enchaînement, parce que les nouveautés au dimanche soir, donc ça doit être qu'ils prennent la tête. Et dans le même temps, t'as Barbie et Oppenheimer qui sont toujours au top. Donc au final, va savoir lequel est le premier. Bah on saura pas. On m'envoie un message. Qui m'envoie un message? Hum. Oh oui, bon ça je verrai ça demain. Enfin, Rétribution, que vaut le nouveau film d'action avec Liam Neeson? Est-ce que vous avez vu cette bande-annonce tellement folle? Si vous l'avez pas vue, on va la regarder quand même, parce que bon... Pub ou pas pub? Pub, voilà, forcément. Et je sais pas quand, je vais faire un sondage sur Discord, pour essayer de se faire une fois tous les 15 jours, une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours, je sais pas encore, une soirée cinéma. Voir quand c'est que vous êtes le plus disponible. Et une fois, on choisit un film à la con comme celui qu'on est en train de voir à l'écran, là, qui a l'air quand même particulièrement nul, et l'autre fois, on prend un film plutôt bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait une bonne idée? Moi, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. D'ailleurs, il y a toujours une soirée, comment ça s'appelle? Euh, les Chevaliers du Zodiaque à faire, hein. Get them to school on time, okay? Hello? Matt Turner, listen very carefully. There is a bomb under your seat. What is it? If you get out of your seat, the bomb will detonate. What do you want? Your investors' money, 208 million euros. This is about money? Time to play games. There's a guy that called. He said we're gonna die because of you. You're not going to die. There's a bomb in his car! I'm with you, Paul. I need trust. You do what I say when I say it. Let my children go. Dad, what are you doing? I will get you out. I'm watching you. Si je l'avais pas dit pour la bombe, il serait rentré dans la bagnole devant du coup. Oui, bah oui, non mais y a rien qui va dans cette bande-annonce. J'ai envie de dire, mais au secours. T'as l'impression de voir un mauvais speed, parce que là, le problème, en fait, il est pas si compliqué que ça, quoi. C'est juste un problème de poids, tu fais un transfert de poids et la bombe, elle explose pas. Donc, que vaut le nouveau film d'action de Liam Neeson? Bon, c'est qui en parle? Ciné-série. Allez, on va regarder quand même par curiosité. Curiosité malsaine, bien entendu. A une bombe dans sa voiture, dans Retribution, un thriller dans la lignée de Speed et Fun Game, mais qui est loin d'égaler ses modèles. Fun Game, qu'est-ce qu'il était bien celui-là aussi.
En plus d'être expert de la castagne et de l'intimidation téléphonique, Liam Neeson est aussi le spécialiste des transports. L'acteur a déjà bravé de nombreux dangers dans un avion, dans un train de banlieue, ou encore d'un poids lourd lancé à toute vitesse sur des routes verglacées. Oh putain, c'est vrai, Ice Road. Oh, oh là 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 là. C'était sorti au cinéma, ça? Moi, je croyais que c'était sorti qu'en DVD, ce truc. Ça, c'était du... Ah, là, il y avait du lourd, hein. C'est désormais au volant d'une luxueuse voiture que le comédien vit de nouvelles aventures explosives. Dans ce long métrage, Matt Turner, ouais bon, arrêtez de nous parler du film, dites ce que vous en pensez. Si Matt a donné, ouais, ok. Une Neesonnerie sans grande surprise. Dans sa première partie, Retribution est très fidèle à son modèle et parvient à construire un suspense de manière efficace. L'introduction est rapide, Liam Neeson paraît suffisamment impliqué pour que le spectateur cherche à savoir qui est cet énième antagonisme qui veut sa peau. Mais là où Appel Inconnu reprenait des codes éculés du cinéma d'action et du thriller, pour les lier à un propos politique intéressant et creuser ainsi les nuances de son protagoniste complexe, un directeur de banque cupide et peu scrupuleux, ce remake ne s'embarrasse pas avec la psychologie des personnages. Et c'est là que tout est loupé. Voilà. Merci, au revoir. Putain, dire que je vais passer ça parce qu'on me l'a demandé. Résume tout ce qu'on aime chez la peintre. Ah, Margot Robbie, cette gifle qui a bouleversé sa carrière. Margot Robbie, la grande star du moment. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Margot Robbie? C'est ici au sommet d'Hollywood avec en point d'orgue le succès planétaire Barbie. En 2013, le monde découvrait Margot Robbie dans Le Loup de Wall Street signé Martin Scorsese. Dans cette satire mordante sur l'American Dream, l'actrice australienne incarnait l'épouse à l'écran de Leonardo DiCaprio. Ah oui, c'est vrai, une femme forte, voire grande gueule, plantureuse et vénale. Dans deux scènes, dont l'une où Margot Robbie apparaît dans un nu frontal digne d'un tableau, putain, les fautes dans les sites, quoi, de Botticelli, celle-ci a cassé la baraque et s'est fait instantanément un nom. 10 ans plus tard avec Barbie, l'actrice est devenue la reine de l'industrie hollywoodienne. Il ne faut pas oublier que maintenant aussi, elle produit beaucoup et que sans elle, il n'y aurait pas eu de Barbie. Alors, me demandez pas mon avis sur Barbie, j'ai toujours pas vu. Et je ne l'exploite plus, en plus. Il va falloir que j'aille chez un collègue pour le voir. C'est pas mal, hein. Le Loup de Wall Street a été sans contexte le déclencheur de cette ascension. De fait, il serait trop réducteur de réduire Margot Robbie à sa plastique. Non, mais... En fait, tu sais, j'ai toujours des trucs à faire. Là, cet après-midi, j'ai passé 2 heures et demie à préparer les publications Facebook pour les 3 prochaines semaines. J'ai téléphoné à l'imprimeur, j'ai téléphoné à un distributeur, il y a un distributeur qui m'a appelé, j'ai appelé la banque, et donc en fait, bah voilà, j'ai toujours des choses à faire et du coup j'ai jamais le temps de voir de films au cinéma. Tous les films que je vois et dont je peux vous parler, je peux vous donner un avis sur les émissions du mercredi ou sur le Discord, en fait c'est que je regarde des films sur mon ordinateur, parce qu'on a une plateforme exprès pour ça, et c'est des films à venir, et je les regarde, en fait, je les regarde sur mon ordi pendant que je mange à midi, quoi. Après, le dimanche, j'ai le temps de plus regarder des films, mais du coup, vu qu'ils nous inondent pas mal de films, je t'ai jamais montré la plateforme on appelle ça la plateforme AFKA, parce que c'est l'AFKA qui le fait. Donc tu vois, on a tous les films comme ça, les films à venir. Et ce qu'il y a, c'est que cette plateforme-là, vu qu'il y a beaucoup de distributeurs qui postent des trucs dessus, bah, elle arrête pas ils en remettent toujours. Et donc, bah, j'arrive pas à arriver tout en haut et dire, ah, alors attends, maintenant j'ai le temps, je vais aller voir un film en salle. Là, tu vois, là, je suis pas loin d'être... Là, j'en suis à Je vous salue, salope. Dont le fond est intéressant, mais
Et donc en fait, là, après, si je clique, tu vois, ça m'ouvre une page et j'ai un lecteur pour regarder le film. Voilà. C'est un peu le Netflix du programmateur de cinéma. Voilà. Et donc, ce qu'il y a, c'est que des fois, j'arrive. Il y a une fois, j'étais arrivé à la 3e ligne, là, dans ces eaux-là. Et tout d'un coup, ils en ont mis. Je sais pas combien. Je me suis retrouvé avec 4 lignes, 4-5 lignes de retard d'un coup. Et bah voilà, du coup, bah. Donc, bah ouais, j'ai pas le temps de regarder les films en salle. C'est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On revient sur Margot Robbie. De fait, il serait trop réducteur de réduire Margot Robbie à sa plastique, même si c'est celle-ci qui a été déterminante pour incarner Barbie devant la caméra de Greta Gerwig. Oui, Margot Robbie est une bombe anatomique, ça on va pas le nier. Oui, Margot est une vampe de cinéma. Oui, Margot Robbie imprime la rétine dans le film Fleuve de Martin Scorsese, mais ce n'est pas uniquement pour cela qu'elle retient toute l'attention. C'est une comédienne qui n'a pas froid aux yeux et n'hésite pas à s'investir dans ses rôles. En témoignent les auditions pour le Loup de Wall Street au cours desquelles elle a fait des étincelles, et cela même face au vétéran DiCaprio. Lors de cette audition difficile, pour un rôle qui l'est tout autant, que Margot Robbie tape dans l'œil de Scorsese et dans celui de DiCaprio, littéralement pour ce dernier, puisque la comédienne a réellement giflé son partenaire de jeu durant une répétition. Une improvisation spontanée prise en main de son personnage qui rappelle la fameuse méthode de l'actor studio. Ainsi, comme nous rappellent nos confrères de Télérama, cette gifle a été décisive dans l'obtention du rôle. Le Loup de Wall Street a ainsi catapulté Margot Robbie dans la cour des grands, et un battement de cils et de la paume de la main. S'ensuit la reconnaissance des geeks avec son interprétation d'Harley Quinn. Ouais, c'est pas ce qu'on va retenir le plus, hein. Puis d'une majorité des cinéphiles dans le très récent Babylone. Entre-temps, elle aurait eu un rôle crucial, celui de feu Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, ce qui est jusqu'ici l'un de ses plus beaux rôles à l'écran. Néanmoins, la consécration mondiale arrive cette même année 2023 avec le rouleau compresseur Barbie, un blockbuster rose bonbon, bigger than life, taillé sur mesure pour Margot Robbie. Il aura fallu pile 10 ans pour que l'actrice devienne une figure féminine incontournable d'Hollywood, balayant une à une ses concurrentes directes, de Jennifer Lawrence à Emma Stone en passant par Shailene Woodley ou encore Amber Heard. Alors Amber Heard, moi je suis désolé, en dehors du fait que, on va se remettre la musique, qu'elle a été internationalement reconnue pour être la femme de Bidule Truc là, de Johnny Depp et du coup le procès qui s'en est suivi. Moi avant ça, je m'en rappelais pas de cette bonne femme, hein. Je suis désolé. Elle a pas eu des rôles marquants non plus, quoi. Francis Ford Coppola va présenter un nouveau montage de Coup de cœur à Venise. Coup de cœur, c'est les années 80. Donc il refait un montage de son film. Ouais, pourquoi pas. Kenneth Branagh. Les acteurs ignoraient ce qui allait se passer sur le tournage de Mystère à Venise. Ah! Les espèces d'ersatz de... Ouais, enfin, ouais, celui-ci a l'air gentil. Et donc... Elle est où la vidéo? Ça, c'est la bande-annonce. Bon, regardez la bande-annonce déjà. It's not only a murder mystery, but there's also a supernatural element to the film, which takes it to another level. Agatha Christie was an incredible storyteller. She is the world's #1 mystery writer because she understood a good detective story. Orient Express dealt with revenge, Death on the Nile dealt with greed. This film is about whether there is anything beyond us, a ghost, a god, whether Poirot believes in it, that involves him and us being scared. It was a very clever plot. My daughter was my whole life. Mama, Lucia.
She came back to tell me that she was murdered. Venice conjures up ideas of fantasy and a sort of darkness. Venice, a gorgeous relic slowly sinking into the sea, just like your mind without a challenge. These actors had no warning about what would happen, what we did with lights, wind, doors opening. I've never been on a set like this before. There's a great sense of authenticity. It will be a proper thrill for the audience. Go to the police. Tell them Hercule Poirot is on the case. This film will bring audiences right to the edges of their seat. Expect the unexpected. Oh, il nous embête avec le yin-yang, là. Alors, à l'affiche de son nouveau film, on retrouve notamment Camille Cotin, Kelly Riley, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, à quelques semaines de la sortie de Mystère à Venise. La 20th Century Fox, qui font plus que de la production. Hein. C'est Disney qui a racheté. On le rappelle, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore racheté, ceux-là vient de dévoiler une courte vidéo teasant la prochaine enquête d'Hercule Poirot. C'est le 3e roman d'Agatha Christie que Kenneth Branagh adapte au cinéma et à nouveau, c'est lui qui se glissera dans la peau du détective français. Le crime de l'Orient Express parlait de vengeance, Mort sur le Nil parlait de cupidité. Bonsoir Monsieur Daronnery, comment vas-tu? Ce film parle de ce qu'il y a après la mort, fantôme ou Dieu, et si Poirot y croit ou non. Comme nous, il a peur, explique-t-il dans la featurette publiée ce lundi. Surtout, le réalisateur aborde les conditions de tournage de ce nouvel opus. Les acteurs ignoraient ce qui allait se passer avec les lumières levant, les portes qui s'ouvrent. Je n'avais jamais connu un tournage comme ça. Il y avait une vraie authenticité, ça promet des sensations fortes pour le public. Mais ça va bien, tant que je suis dans ce bureau, tout va bien. Il y a très exactement 22 degrés. Par contre, quand je rentre dans le hall, ce qu'il va falloir... On va faire une petite pause, parce que on est à peu près au milieu des films, j'allais voir que tout se passe bien dans les salles. On passe à 30 degrés, et là, c'est pas la même histoire. On finit Startic quand même avant. Au casting, on retrouve également Camille Cotin, Kelly Riley, Michelle Yeoh, oscarisée pour Everything Everywhere All at Once en mars dernier. Tina Fey, Lolita malgré moi, explique aussi que le film n'est pas qu'une histoire criminelle. Il y a aussi un élément surnaturel dans le film qui le place à un autre niveau. En effet, la bande-annonce dévoilée en juillet prend des allures de film d'horreur largement fournis en screamer et présence fantomatique. Et donc, chez nous, il sort le 13 septembre prochain. Ok. Bon, bah oui, ça restait intéressant. Et donc, comme je vous le disais, on va se faire une... On a 30 ici, j'ai les fenêtres ouvertes à fond, mais ça rafraîchit pas assez vite à mon goût. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, nous, je sais pas combien il y a dehors. Ah, ça a baissé. Dehors, il y a 24. Alors, ce qu'il y a, c'est que le problème des halls comme ça, béton et verre, ça a chauffé toute la journée, le béton est chaud, et va continuer à rendre la chaleur toute la nuit. Parce qu'on ne peut pas laisser le hall d'un cinéma ouvert, et encore moins d'un centre culturel, ouvert toute la nuit à tous les vents. C'est à moins de payer un vigile, mais on n'a pas les moyens de payer un vigile. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Bon, on se fait une petite pause, je vous remets la musique un poil plus fort pour le temps de la pause. Le temps de faire un petit tour, voir que tout se passe bien dans le cinéma, et je reviens. À tout de suite. MP Pop Rum. Pop Rum. Non, ouais, il est à l'apéro, hein, laisse tomber. Je pense qu'il est à l'apéro. Il reste en l'heure qu'il est à l'apéro, et puis là, il demande du rhum.
Le père de tout le monde. Et heureux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Conjuring, les dossiers Warren, le film de... Oui, bon, ça, il a 10 ans, bah c'est bien. Ladji Doucouré a deux doigts de faire pleurer Patrick Montel pendant les mondiaux d'athlétisme. Remis à un projet ukrainien, c'est très original. Et, de toute façon, en ce moment, ils remettent tout. Ah, sur la Suicide Squad du MCU. Non. Ouais. L'étrange festival dévoile sa programmation. Ah bah du coup... Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en avant? L'étrange festival, si vous aimez bien les films un peu... horror-comiques, un peu étranges, qu'on ne sait pas trop classer, bah... Vous pouvez regarder leur programmation, généralement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, la sélection, Don't Buy the Sheller. Don't Buy the Sheller de Icon Park. Ça doit être un Corée du Sud. Ok. Ouais, on va aller loin avec ça. Mad Fate. Rien à voir. Ah si, c'est ça. Lorsqu'un tueur rôde, un dealer de bonne aventure, Pato croise la route d'un jeune homme fasciné par le meurtre dont il aimerait changer le destin avant qu'il ne passe à l'acte. Ouais. Ah, les photos sont intrigantes par contre. Ah, celle-là, comment il est en fait? Alors qu'il est, il est tout à fait normal. On a l'impression qu'il est complètement de travers. Ah, il y a une sacrée ambiance, hein. En tout cas, au niveau visuel, il a l'air d'avoir une sacrée recherche. Hit Big. Ils ont pris que des Asiatiques, c'est pas Dieu possible. Ouais, non, bah là, on ne va pas avoir. Concrète Utopia. De Tae, Wa et Homme. Séoul lui fait frapper par un puissant tremblement de terre qui détruit toute la ville à l'exception du palais impérial. Les survivants se tournent vers un officier et une infirmière pour tenter de surmonter la longue crise qui les attend. Sympathie Force des villes. Je crois que j'ai entendu parler de celui-ci. Il me semble qu'on a déjà reçu des petites infos dessus. Ah. Eh ben on va regarder la bande-annonce. Pub ou pas pub? Putain, il y a... C'est très fort. Attendez, hop, on met ça en pause. C'était... Bah! Let's do this. People always say don't assume the worst. You excited? Yeah, Is it a boy or girl? we don't know. Sometimes the worst is exactly what you should assume. Ah oui, j'avais vu la bande-annonce. She's about to give birth. Drive. This is a family emergency. I'm your family emergency now. Je trouve que par contre, Nicolas Cage, dans des rôles comme ça, il est excellent. Whatever it is that you want, it's yours. Is this the wife? Il était bien aussi là, dans le...
En vampire psychopathe, j'avais bien aimé. Stick away from my family. That's rude. You interrupting me. Don't. You know what I don't need tonight? Stress. Let's just make wise decisions. Watch the speed limit. Where are we going? You're not listening to me. I will shoot you. And this cop. I told you not to speed. We should play a little game. I want you to tell me the truth. If you don't, I am gonna kill Mr. Happy Trucker and this waitress. Ready? Tick, tick. You got me confused with someone else. Really? I'm not who you think I am. I never even told you who I think you are, so how could you know you're not who I think you are? Tick, 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 tick. Sit back down! It's getting good. Oh. I'm not gonna die tonight. I dressed up for this. I wanted to be 100% sex tonight, and you cut that in half. I'm now 50% sex. People tend to think the more violent the death, the higher to heaven you go. Better to rain in hell, wouldn't you agree? Pick up the phone, James. What are you, ghosting me? What are you, Dr. Ross, my psychiatrist? Ouais, je trouve qu'il est vraiment bien dans ce type de rôle là, complètement psychopathe. Ça le change un peu des rôles à la con dans lesquels on avait pu le voir pendant un long moment. Alors, The Sweetest, qui avait été présenté à Cannes. Liliane, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné, les fractures mentales, sociales, politiques des États-Unis, filmées comme un conte de fées ou une variation d'Alice au pays des merveilles. J'aime bien les variations. Kennedy. Un Kennedy horrifique? Qu'est-ce que c'est ça? Oh. L'affiche donne envie toujours. Mais oui, et puis là vraiment je trouve que avec ce type de rôle, il devient vraiment un cran au-dessus. कितना मजा आया बेहिसाब चल ही रहा है तो अपने लाश की कीमत भी लगाता चल क्योंकि बाकी रहा तो अब और कुछ भी नहीं है कौन है तू? कौन है तू? है कौन तू? ये बताना। तू बताना नाम क्या है तेरा? नाम क्या है बताना तेरा नाम बता। तू मेरे को नाम बता। Ah, c'est intriguant. C'est intriguant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moon Garden. Ryan Steven Harris. Non. You Will Never Find Me. Est-ce qu'on a au moins un synopsis? En pleine nuit, alors que la tempête fait rage, une jeune femme dans le besoin vient frapper à la porte du mobil-home de Patrick. Méfiant et solitaire, il la laisse entrer, intrigué et soupçonneux tandis qu'ils apprennent à se connaître. Ils se sentent menacés, mais que doivent-ils vraiment craindre? Très bonne question.
The Theory of Everything. Non. Oui, non, ça n'a rien à voir, ça. Oui, ça correspondra déjà mieux. Dans les années 60, Johannes, doctorant en physique, accompagne son directeur de recherche à un congrès dans les Alpes. Mais le réel semble bien fragile en ce lieu entre la rencontre avec une pianiste de jazz énigmatique, une mort inexplicable et la rumeur d'un secret caché sous la montagne. Là, Embryo Lava, Butterfly. On va rien avoir. Et un The Child de Park Eun-jong. On n'a rien. Bon, bah comme ça. Mais en tout cas, ouais, à surveiller parce que généralement, il y a quand même des films plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on met comme parution Twitter? Bah voilà, la sélection de l'étrange festival, tout simplement. Tag posté. Alors, des caméos fous dans Deadpool 3. Faudrait déjà qu'ils réussissent à finir par le faire. Ils ont vraiment avancé là-dessus? Depuis le temps qu'on en parle. Le mercenaire pourrait être accompagné d'une galerie de personnages en couleur. Depuis le teaser devenu viral il y a quelques mois. Ouais, c'était pas un teaser, mais le très attendu Deadpool 3 excite les fans, notamment avec les photos qui ont fuité sur les réseaux sociaux. On y découvrirait le célèbre mercenaire en plein combat avec Hugh Jackman dans le costume mythique de Wolverine, que la magie a fait ressusciter après sa mort dans Logan en 2017. Non, 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 ils ont rien suivi. C'est pas ça, c'est je sais plus comment là, il y avait un film où ils allaient chercher Logan pour le ramener dans le passé. Ça n'a rien à voir, c'est une ellipse. Ajoutons à cette attente insoutenable le retard pris dans la production du film à cause de la grève historique des scénaristes à Hollywood. Néanmoins, le YouTuber The 10 Insider nous livre de délicieuses friandises concernant les caméos supposés que l'on rêverait de voir dans ce troisième opus, de quoi nous faire patienter. En s'appuyant d'une part sur la récente tendance de Marvel Studios et Sony et DC à installer leur propre multivers et d'autre part sur l'identité du personnage de Deadpool, il semblerait probable que ce nouveau film propose lui aussi sa version d'un multivers foutraque à l'image de son protagoniste. Alors que le retour de Jennifer Garner en Elektra a d'ores et déjà été annoncé officiellement, on pourrait aussi avoir droit à celui de Brian Cox dans le rôle de William Stryker. Bonsoir Anton F1. Brian Cox et Alberi dans Storm, Owen Wilson reprenant celui de Mobius, apparu dans la série Loki, Famke Janssen en Jane Grey, Lewistan en Shatterstar, il a lui-même teasé l'an dernier, ou encore Shining Tatum en Gambit, qui devait avoir son propre film avec l'acteur il y a quelques années. Misclick, point d'exclamation âge. Il n'y a pas de point d'exclamation âge. Il n'y a pas de point d'exclamation mage non plus, ça c'est chez Monsieur Aki Wizard. The DC Insider évoque également le comeback de Ben Affleck dans le costume de Daredevil 20 ans après. Taylor Swift en Dazzler. Fais-nous un message clair, s'il te plaît, Anton. Le comeback de Ben Affleck dans le costume de Daredevil 20 ans après, Taylor Swift en Dazzler, Taron Egerton dans une autre version de Wolverine. Mince. Elisabeth Olsen en Wanda Maximoff, Tara Strong en Miss Minute.
Tom Hiddleston en Loki, Daphne Keane réincarnant son personnage X-23, la fille de Wolverine, apparue dans Logan. Ouh, bah il y a du monde, hein. Bien que très séduisants, ces caméos ne sont que des rumeurs non confirmées. Néanmoins, ils seraient tout à fait cohérents avec l'univers de Deadpool au cinéma, comme dans les comics. Il faut bien comprendre que la dernière phase de Disney Marvel emprunte la construction narrative que celle des comics. Au cinéma, les Avengers et les X-Men ne se connaissent pas car les seconds appartenaient à la Fox jusqu'à son rachat par Disney. Contrairement au film, l'univers étendu des comics n'a aucune limite. Spider-Man et Deadpool sont meilleurs potes, Wolverine fait équipe avec le Punisher, et les X-Men vont même déclarer la guerre aux Avengers, autant de caméos susceptibles de générer de l'excitation chez les fans et que Marvel est désormais en mesure d'exploiter sur grand écran. Ajoutons le facteur Deadpool, personnage qui s'amusait à briser le 4e mur et à révéler sa dimension méta au spectateur dès les 2 premiers volets. Ultime élément, légitimant son propre multivers, tenez-vous prêts, car même si ses apparitions ne se réalisent pas toutes, les fans ont fini par de spéculer avant sa sortie, pour l'instant programmée le 1er mai 2024 en France. Voilà pour Deadpool. 1er mai 2024. Ah oui, quand même, c'est pas si loin que ça, en fait. Je lis quoi? Bah regarde, Streamlabs vient juste de répondre à ta question. On fait le tour de l'actu du ciné. Donc, j'ai un site qui s'appelle Feedly. Et donc, je lui demande de récupérer tous les articles sur l'actualité du cinéma. On fait un peu le tour de l'actualité du cinéma. Voilou. Parce que comme peut le suggérer le nom de ma chaîne, Silver c'est mon prénom, ciné c'est mon activité. Et donc voilà, je m'informe, ça me permet en même temps de m'informer un peu sur le cinéma, l'actualité du cinéma. Est-ce que t'as vu Blonde? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Que des gens qui blablatent, cet influenceur a quitté la salle d'Oppenheimer. C'est que des gens qui blablatent. Ah bah oui, en même temps, c'est des gens qui réfléchissent, donc bon. C'est pas un film de guerre. C'est une masterclass, tu devrais regarder. Alors attends. De toute façon, je l'ai vu, hein. Mais tu sais, je vois beaucoup de films, donc je me rappelle pas forcément de tout. Blonde. Celui de 2022 ou celui de 2001? Il y en a 2. Alors celui de 2022, ce qu'il y a, c'est... Alors il doit certainement être très bien, puisque j'ai vu pas mal passer de critiques sur le film. Ce qu'il y a, c'est qu'il est sur Netflix, et que moi je n'ai pas Netflix. J'ai trop de films à voir déjà pour me rajouter encore plus celle de Netflix. Mais c'est vrai que oui, a priori, le rendu était assez... Le rendu est assez bien. Ça, je suis d'accord que... Alors, vous devez absolument tester ces 13 astuces cachées dans la recherche Google. On s'en fout. Bonnie Arons, la nonne du Conjuringverse, attaque la Warner en justice pour une histoire de poupée. Ah, ça, c'est original, ça. Un nouvel épisode révélateur de la bataille entre les acteurs, actrices et les studios qui se joue actuellement à Hollywood. En pleine grève des scénaristes, des acteurs et actrices à Hollywood, les studios américains refusent les négociations et multiplient les faux pas de façon inquiétante. C'est vrai qu'il n'y en a pas un pour pas rattraper l'autre. Dans les studios, là, tous, ils sont plus nuls les uns que les autres. Oui, bah c'est ce que... Bon, on le devine un peu dans la bande-annonce, mais ouais, voilà. Malheureusement, j'ai pas Netflix. Cette fois, le Hollywood Reporter nous informe que Bonnie Aarons... J'ai pas remis la musique et vous me dites rien. Hop, un petit peu de musique, un petit fond musical. Tac. A porté plainte contre Warner Bros pour non-respect de son contrat. Elle accuse également le studio de lui avoir acheté une partie des revenus sur le merchandising de son personnage, sur lequel elle est censée toucher une part comme stipulé dans son contrat.
apparu dans Conjuring 2, le cas Enfin en 2016, le démon Valak, qui prend l'apparence d'une nonne, avait ensuite eu le droit à son spin-off en 2018, alors que la suite sortira en septembre prochain. Pour le premier film, Bonnie Arons a touché 71 500 $, alors que le film a rapporté près de 365 millions de dollars dans le monde pour un budget de production de 22 millions de dollars. Alors on rappelle, aux États-Unis, ils donnent les chiffres de production, mais jamais les chiffres de publicité. Donc bon, va pas y avoir 300 millions de dollars de publicité, certes, mais le film n'a pas coûté que 22 millions de dollars. Or, l'actrice devait empocher un bonus de 175 000 $ selon la performance du film La Nonne au box-office. Bon, quand on voit le rapport entre la production et ce que ça a rapporté, ça va. Mais aussi un dividende sur le revenu généré par le merchandising, principalement les poupées, mais qui peut bien s'endormir en serrant un doudou à l'effigie d'une donne démoniaque? Oui, bon, pourquoi pas, après tout. Affiches et bijoux qui n'auraient pas été appliqués par le studio. Au lieu de comptabiliser et de payer de manière transparente Madame Arons, Warner Bros. A rendu obscure et dissimulé la somme véritable qu'elle devait toucher suite à ses parts dans les revenus du merchandising, tout en continuant à exploiter son image. Peut-on lire dans le plaidoyer des avocats de l'actrice. Bonnie Arons ajoute que le studio lui a fait parvenir des documents financiers incomplets et que ses partenaires de jeu ont été bien payés dans le cadre du merchandising. Elle devrait pourtant percevoir entre 5 à 50% des revenus générés par le merchandising au prorata, comme expliqué dans la plainte déposée au producteur de LA. Cette affaire judiciaire est assez représentative du contexte conflictuel de mésentente qui règne actuellement à Hollywood entre l'industrie cinématographique et les personnes de la profession. Les piquets de grève sont levés face à l'insécurité financière et sanitaire, la montée inquiétante de l'IA dans ce milieu, ou des litiges de confiance comme le cas Bonnie Arons. Tous trois cités dans la plainte de l'actrice n'ont pas encore répondu au dépôt de plainte. Et oui, alors est-ce qu'il n'y avait pas des petites lignes? Ça, bon, on n'a pas la réponse, donc... Thor 5. Encore une suite. Qu'est-ce qu'on nous dit sur Thor 5? Après Thor Ragnarok, Love and Thunder, Taika Waititi pourra réaliser un Thor 5. Le réalisateur s'est exprimé sur ce qu'il souhaiterait pour ce film. Ah, j'ai la gorge qui gratte, moi. A rejoint la famille Marvel en réalisant Thor Ragnarok. Le cinéaste a mené un grain de folie et d'humour qui manquait cruellement au super-héros incarné par... Oui, de folie et d'humour, il a poussé le truc un peu loin peut-être quand même. Pas suffisant pour nous convaincre, mais assez pour le public qui s'est déplacé en masse pour découvrir cette nouvelle aventure du Marvel Cinematic Universe avec plus de 850 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Donc 850 millions de dollars, ils ont touché à peu près... ça leur a apporté 400 millions, quoi. Cela, 850 millions de dollars de recettes, faut enlever tout ce qui reste pour les cinémas. Le film a été un énorme succès, motivant Marvel Studios à garder le réalisateur pour une suite. Alors ce qu'il y a, c'est que vu que ça a été un succès au box-office, mais pas un succès critique, donc est-ce que les gens vont revenir? Telle est la question. Cette suite a une fois de plus été un carton avec cette fois plus de 760 millions de dollars de recettes au box-office mondial, un peu moins que le précédent donc, mais un succès tout de même. Dès lors, on peut s'attendre à ce que le réalisateur néo-zélandais revienne pour diriger un troisième film, qui sera alors la 5e aventure de Thor, d'autant que la fin de Love and Thunder garde une ouverture avec Thor désormais chargé de la garde de la fille de Gore. J'avoue, j'ai jamais réussi à aller au bout de celui-là. Là. Le Love and Thunder, là, moi, je me suis embêté sur ce film, mais à un point. Oh, c'est effarant. Un méchant plus redoutable qu'Ella dans Thor 5.
Pour le moment, Thor 5 n'a pas été officialisé par le studio. D'après des rumeurs, le film serait néanmoins en développement. Et une récente déclaration de Taika Waititi va dans ce sens. Le réalisateur s'est exprimé dans le livre Marvel Thor 4 Love and Thunder Movie Special Book prévu pour septembre 2023 et dont Screen Rant a partagé des éléments. Interrogé sur ce qu'il reste à faire avec Thor, le cinéaste répond: il faut que ce soit quelque chose qui donne l'impression de poursuivre l'évolution du personnage, mais toujours de manière très amusante, en lui donnant des choses à affronter qui donnent l'impression de renforcer les obstacles qu'il doit surmonter. Je ne pense pas que nous puissions avoir un méchant plus faible qu'Ella. J'ai l'impression qu'il faut passer la vitesse supérieure et ajouter un méchant plus redoutable. Ah oui, il faut toujours plus. Taika Waititi voudrait donc un adversaire supérieur à l'antagoniste de Thor Ragnarok. Bien que cela puisse donner envie sur le papier, le MCU a souvent tendance à faire de belles promesses pour les méchants des films avant de décevoir en n'allant pas au bout de ses ambitions. Reste que cette déclaration pourrait aller dans le sens de l'envie de Chris Hemsworth d'un peu plus de sérieux devant certaines critiques de Thor. L'acteur avait admis que l'humour était trop présent à tel point que le film était devenu trop ridicule. Oui, les fans devront tout de même patienter un peu avant Thor 5 ne soit bien confirmé par Marvel qu'il entre en production. Si on se base sur le calendrier annoncé jusqu'à présent par le studio, ce ne sera pas avant 2025, voire 2026, parce qu'ils sont en train de tout décaler à cause de cette fameuse grève des acteurs scénaristes et tout le tintouin. Et non, aux États-Unis, les œuvres créées par les IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur. Ah ouais? Oui, en même temps, oui, non, j'avais compris l'inverse. Mais en même temps, tu mets qui comme droit d'auteur? Un juge vient de trancher dans le cas de l'affaire Thaler v. Perlmutter. Tu mets le développeur de l'IA? En septembre 2022, on vous parlait de cette affaire qui devait nous en apprendre un peu plus sur le statut des œuvres créées par IA. Peuvent-elles être considérées comme des propriétés intellectuelles alors qu'elles ont été générées par des machines? Dans le cas de l'artiste Chris Kashtanova, oui. À l'issue d'un procès, cette graphiste a obtenu des droits d'autrice sur sa bande dessinée Zarya of the Dawn, traduite en 15 langues et produite grâce à une IA. Toutefois, dans le cas de Kashtanova, seuls les dessins ont été générés par une IA. Le récit, la structure, l'univers sortaient de son esprit humain à elle. Putain, comment t'arrives à prouver ça? Aux États-Unis, Chris Kashtanova fut la première artiste à obtenir des droits d'autrice sur son œuvre générée par IA. Mais il semblerait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde à partir du moment où l'esprit humain n'intervient que peu sur la production par l'intelligence artificielle. Dans le cadre de l'affaire Thaler v. Perlmutter, un juge états-unien a récemment tranché que les œuvres générées par une IA ne peuvent pas être protégées par le droit d'auteur, rapporte Hypebeast. Il s'est opposé à reconnaître une œuvre IA comme une propriété intellectuelle digne de ce nom. Thaler voulait inscrire au United States Copyright Office son œuvre non humaine et a fait appel. Le juge a exprimé que la paternité humaine est une exigence fondamentale pour pouvoir protéger une œuvre. La zone grise légale autour des IA continue à s'éclaircir à travers moultes enquêtes en cours. S'éclaircir, du coup, oui et non, quoi. C'est... On va être quoi sur Twitter? Vaste question que les copyrights et les IA. Tac, c'est pas ce que je voulais fermer, c'est pas grave. Hop. Alors, Secret Invasion, Emilia Clarke a écrit un comics à la Deadpool et c'est pas fou. Oui, bon, pas grave ça. L'acteur, oui, bon, ça on avait déjà lu. Antoine Fuqua, on en a déjà parlé en début d'émission. Pourquoi le kebab de quartier est-il dans le viseur de Pornhub? Ok, c'est bientôt la fin des playlists. Des bruits de pluie et autres bruits blancs sur Spotify.
Il y a des playlists bruit de pluie. Ah ouais. Quelle drôle d'idée. Oppenheimer dépasse Interstellar au box-office et bat un nouveau record. Ah, il bat ses propres records, lui. Ça, c'est bien. J'aime bien les gens qui battent leurs propres records. Continue de tout casser au box-office et dépasse même Interstellar dans le monde. Et son Oppenheimer continue de tout faire péter dans les salles obscures, sans compter ses excellents retours dans la presse spécialisée. Ses louanges chantées par quelques grands cinéastes hollywoodiens, Oppenheimer s'impose non seulement comme l'un des plus gros succès en salle de l'année 2023, mais aussi comme l'un des plus beaux scores de son cinéaste au box-office mondial. Alors, a dépassé les 717 millions de dollars de recettes, dépassant les 715 millions récoltés par Interstellar. Sans prendre en compte l'inflation, le 12e long métrage réalisé par Christopher Nolan devient son 4e plus gros succès mondial, derrière Inception 837 millions en 2010, The Dark Knight 1,006 milliard en 2008 et Dark Knight Rises 1,81 milliard en 2012. Oui, bon bah voilà, c'est bien. Et Oppenheimer est le 4e plus gros score de l'année 2023. Il est maintenant devant Fast 10. Ça, c'est bien. Et moi, je trouve ça, enfin, c'est d'autant plus admirable que le film fait 3 heures. Il est long. Il est long, il est long. Et enfin, moi, autant Barbie, on en discutait avec des collègues qui font de la programmation comme moi. Barbie, on s'attendait à ce que ça cartonne parce qu'on a un format qui est au niveau horaire. Il fait en 1h50, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, on est plutôt pas mal. Et autant Oppenheimer, on se posait la question hein, devant les conditions qui étaient demandées. Alors, Cillian Murphy jure que son prochain rôle sera non-fumeur. Après Oppenheimer et Peaky Blinders, le film aimerait ne plus toucher à une cigarette en tournage. Si c'est un ancien fumeur en plus, je peux comprendre. Hein, c'est... J'ai fumé tellement de fausses cigarettes sur Peaky puis sur ce film, a confié cet été Cillian Murphy au Guardian. Mon prochain personnage ne sera pas un fumeur, car cela ne nous fait pas du bien, même si les cigarettes aux herbes ont des mises en garde pour la santé. Maintenant, en signant pour rien, savait qu'il allait une nouvelle fois souvent apparaître avec une cigarette au bec après 6 saisons à incarner Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders. C'est d'ailleurs l'addiction au tabac qui a tué Robert J. Oppenheimer, qui a succombé à un cancer du poumon en 67. Alors, l'acteur irlandais de 47 ans a pris cette décision. Une fois le film bouclant la série tournée, il signera pour un rôle de non-fumeur. Depuis qu'il incarne Tommy, Cillian Murphy a effectivement fumé des milliers de cigarettes devant la caméra. J'ai demandé au gars chargé des props combien de clopes on fumait sur une saison. Il m'a répondu environ 3000. Sachant que le show dure 6 saisons, cela représente un total de 18 000 cigarettes étalées sur 9 ans. Le show a débuté en 2013, sa dernière saison a été diffusée en 2022. Même s'il ne fume pas des cigarettes à la nicotine mais aux herbes, le fait d'en consommer en si grand nombre peut tout de même être dangereux pour la santé. D'ailleurs, Murphy n'est pas le seul à s'inquiéter de cette mauvaise habitude de l'un de ses personnages récurrents. En 2014, John Hamm, alias Don Draper dans Mad Men, expliquait à The Independent: à chaque fois que vous voyez mon personnage allumer une cigarette, dites-vous que j'ai fait cette prise 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10 fois. On peut entendre à ma voix que c'est une très mauvaise habitude. Je comprends l'idée. Et on arrive à la fin de cette émission, parce qu'il est 23h, et que dans 5 minutes, j'ai des spectateurs qui vont commencer à sortir de leur salle. Donc, on va repasser en discussion vite fait. Voilà, hop.
Et donc, alors, pas cette semaine parce que je l'ai fait aujourd'hui, mais le dimanche soir, ce sera, je pense, le rendez-vous où on se fera un peu d'infos. Et puis voilà. Et je vais vous envoyer chez Monsieur Tardotte. Touc. Je sais jamais où c'est qu'il faut cliquer là-dedans. En tout cas, merci à tous pour votre présence. Merci Monsieur Aki pour le resub. Merci Anton d'être passé. Merci Monsieur Daronnery aussi. Merci Mastar. Je sais que t'étais... je suis souvent en mode radio chez toi. Et donc, non, bah non, j'allais marquer Tardotte dans le chat, moi. Non, mais ça va pas mieux, hein. Qui est sur Stalker, Shadow of Chernobyl. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain 18h30 pour la présentation du nouveau programme du cinéma. Et puis voilà. Bonne soirée, soyez curieux, découvrez des films. Et oui, je vais en avoir besoin de courage là pour sortir de la zone climatisée. Bonne soirée.